Les ressources de l'État congolais devront être désormais logées dans un seul compte à la Banque centrale du Congo, décision prise lors du lancement officiel du comité de pilotage chargé de la mise en œuvre du compte unique du pouvoir central afin de renforcer la transparence, d'optimiser la trésorerie publique et de réduire le coût de l'endettement. Plus question pour les entreprises minières de bénéficier de subventions du gouvernement congolais sur le produit pétrolier. Les autorités congolaises l'ont statué à travers un arrêté interministériel qui a été expliqué aux entreprises minières dans le Lualaba. Sous l'initiative du collectif de présidents des conseils d'administration des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics, il s'est tenu une réunion avec le comité de direction de l'inspection générale des finances IGF dans l'objectif d'instaurer un cadre de dialogue sur la complémentarité entre le contrôle interne et le contrôle externe dans les entreprises du portefeuille. Le développement de ces titres étant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Priska Sekana Lutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans les cadres de ces nouveaux numéros de Fiscalité et Développement, votre magazine spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. Les entreprises minières seront désormais privées du bénéfice de subventions du gouvernement sur les produits pétroliers. C'est en substance la décision du gouvernement de la RDC qui a coulé sous forme d'arrêté interministériel cette nouvelle disposition qui a été expliquée aux entreprises minières et autres opérateurs économiques membres de la FEC Lualaba le jeudi 24 juillet courant. Lambert Yuma Ramazani nous explique ici le contour de la question. Signé à Kinshasa en mai dernier, annoncé à Lubumbashi depuis juin, c'est en juillet de cette année que l'arrêté interministériel portant taxation des carburants terrestres et d'aviation destinés à l'activité minière et à l'aviation a fait l'objet des échanges entre le gouvernement, la douane, les opérateurs économiques en général et les opérateurs miniers en particulier à Kolwezi, au Lualaba. La séance de vulgarisation de ces nouvelles dispositions en matière de produits pétroliers a été faite le jeudi 24 juillet courant par une équipe de hauts cadres représentant les différents ministères concernés, l'économie, les finances ainsi que les hydrocarbures. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'économie nationale, M. Célestin Tuté, qui a conduit dans le Grand Katanga cette mission de vulgarisation suivie de près par le directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale, Albert Kassongo Mukonzo. La FEC Lualaba ainsi que la DGDA Lualaba et Olomami ont souhaité la bienvenue à cette équipe tout en épinglant les différentes facettes de la problématique de la chaîne d'approvisionnement, d'importation et de distribution du carburant. Prenant la parole, le secrétaire général du ministère de l'économie et son équipe ont expliqué à l'assistance que le gouvernement congolais a décidé de catégoriser les structures des prix des carburants, séparant ainsi ceux de l'usage des communs des citoyens congolais et ceux destinés à l'activité minière ou d'aviation. En terre, l'État congolais s'est rendu compte qu'indexé comme produit stratégique le carburant qui entrait au pays était subventionné par lui, l'État, alors que l'argent que le gouvernement sortait pour payer le manque à gagner aux pétroliers au profit du peuple était de l'aumône aux entreprises minières et compagnies d'aviation qui en faisaient du bon business. Le gouvernement de la République, par le biais de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, le professeur Daniel Mukobo Samba, a pris la décision de dépêcher le comité de suivi des prix des produits pétroliers dans le Grand Katanga afin de vulgariser les récentes mesures prises par le gouvernement contenues dans l'arrêté 021 du 2 mai 2025.
Au terme de cet arrêté interministériel du 2 mai de cette année, les carburants acquis sous douane par les entreprises minières seront soumis au paiement de 5% pour les entreprises minières en première phase, celles de moins de 5 ans d'activité, et 10% pour celles en plein essor. Le marquage moléculaire du carburant permettra la différenciation des catégories des produits pétroliers pour éviter la fraude dans le secteur pétrolier. Nous avions une procédure avant, bien évidemment, cet arrêté. Mais ce que nous pouvons noter en ce moment, c'est que lorsque vous passez sur nos sites de marquage, il faudra se rassurer que nous avons tous les documents de le document de la DGDA qui est le banc à enlever, ainsi que le banc de livraison. Lorsque le banc de livraison ne présente pas tous ces détails, nous demandons ce que nous avons appelé la fiche de collecte des données. Ces nouvelles dispositions ont soulevé quelques inquiétudes exprimées notamment par certains opérateurs miniers et ou auxiliaires de douane. Les échanges ont permis d'harmoniser les points de vue. La FEC a requis un moratoire de 15 jours pour se mettre en ordre d'application de ces mesures pourtant édictées depuis le 2 mai dernier et censées être d'usage à la date de la signature de l'arrêté. Pour toutes autres inquiétudes, le président de la corporation du secteur pétrolier du Grand Katanga a apaisé les esprits de ses pairs quant au bien fondé de cet arrêté. Nous sommes membres du comité de suivi des prix. Donc ici, l'arrêté qui est arrivé, ce n'est pas qu'il y a une nouvelle structure de prix. La structure de prix des produits pétroliers reste unique pour la partie sud et la partie est. Mais cette structure de prix maintenant est subdivisée en deux. Il y a une structure de prix qui est unique, qui maintenant est subdivisée en deux pour les sociétés minières et pour les sociétés non minières. Donc là c'est clair, ce n'est pas une nouvelle taxe. Occasion pour le directeur provincial de la DGDA Lualaba Olomami, Narcisse Pambou, de doubler de vigilance par ses services pour contrer la fraude pétrolière, étant donné que le carburant consommé par les miniers dans le Lualaba entre essentiellement par le poste frontalier de Sakania dans le Haut-Katanga. Et qu'un autre réseau, celui de l'entrée frauduleuse des carburants angolais par Dilolo, a été démonté. Des véhicules avec des réservoirs adaptés à la fraude, c'est-à-dire, vous voyez un véhicule, mais les réservoirs peuvent contenir 500 mètres, comme 500 litres, qui va faire plusieurs tours à la frontière, et en fin de compte, on va reconstituer les carburants en bidons de 20 litres. Vous allez voir un camion qui va prendre peut-être 2000 bidons de 20 litres, et quand vous faites la sommation, on est autour de 30 mètres cubes ou 40 mètres cubes. Et quand ça arrive au niveau de Kolwezi, il y a une partie qui peut aller vers Kassai, l'autre partie vers Kolwezi. Et la plupart des gens qui sont livrés dans ces pratiques, ce sont des gens en uniforme, les femmes et ainsi de suite. Nous avons tenu plusieurs réunions avec ces gens pour arriver à fiscaliser ces produits pétroliers, parce qu'on ne peut pas aussi des prix sur des quantités énormes. C'est vrai qu'ils nous ont exposé beaucoup de problèmes, dans le sens qu'en partant de l'idéologie de la Kolwezi, il y avait plusieurs barrières avec les différents services dont les chefs sont parvenus ici. Et à chaque barrière, on devrait dépasser quelque chose. Quand on fait la sommation pour un camion, c'était autour déjà de 20 millions de francs congolais. À l'issue de cette séance de vulgarisation, une équipe restreinte des conseillers et des douaniers a tablé sur les modalités pratiques de la mise en application de cet arrêté qui, on l'espère, ramènera dans les caisses du Trésor public d'importantes revenus. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a lancé le comité de pilotage chargé de la mise en œuvre du compte unique du pouvoir central. Cette réforme stratégique vise à centraliser les ressources de l'État dans un seul compte logé à la Banque centrale du Congo afin de renforcer la transparence, d'optimiser la trésorerie publique et de réduire le coût de l'endettement. Commentaire dans ces reportages. En sa qualité de président du comité de pilotage des mises en œuvre du compte unique du pouvoir central, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a procédé au lancement officiel des travaux du dit comité signé entre le gouvernement de la RDC et la Banque centrale du Congo.
C'était le mercredi 23 juillet 2025 au centre financier de Kinshasa en présence du premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, le représentant résident de la Banque mondiale et le secrétaire exécutif du COREF. La mise en œuvre de ces comptes uniques du Trésor a pour objectif d'assurer une gestion optimale de la trésorerie de l'État, à garantir la continuité des opérations financières de l'État, ainsi qu'à réduire le coût de l'endettement et des emprunts en mettant fin à un phénomène connu, celui de l'oisiveté de la trésorerie du pouvoir central. Cette cérémonie marque une étape majeure dans le cadre du renforcement sur la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, conformément aux engagements pris par les gouvernements dirigés par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La mise en place de ces comités de pilotage répond à une exigence de rationalisation, de transparence et d'efficacité dans la gestion de la trésorerie publique. Elle traduit la volonté du gouvernement de centraliser l'ensemble des ressources du pouvoir central au sein d'un compte unique du Trésor, en vue de garantir la consolidation et la visibilité des flux financiers du pouvoir central. Le comité de pilotage de mise en œuvre du compte unique du pouvoir central est composé d'experts du ministère des Finances, de la Banque centrale du Congo, de la DGTCP et du COREF. L'Argentine nationale les a assignés comme mission de traiter les anomalies dans l'ajustement des positions de compte, de valider les propositions d'amélioration technique réglementaire, de définir les mesures de lutte contre la fraude dans le cadre de la gestion du compte unique du Trésor et de valider les services additionnels rendus par la Banque centrale du Congo. Les comptes uniques du Trésor qui a été choisi en République démocratique du Congo par les décrets l'instituant est un consensus entre différentes options discutées par les experts de notre pays. Et vous l'avez bien mentionné que le modèle qui a été choisi est celui d'avoir un système de comptes uniques du Trésor et non un seul compte comme dans certains pays. Ici, de prime abord, il faut noter l'intérêt que le gouvernement a eu de centraliser l'information financière sur toute la trésorerie oisive de l'État pour notamment réduire les coûts de l'emprunt. Et après, il faudra se remettre dans les contextes pour se rappeler que les comptes spéciaux sont une exception de la loi relative aux finances publiques et que les ressources mises à disposition de ces établissements sont des ressources publiques qui sont préaffectés pour des objectifs bien précis et que la gestion de ces ressources doit se conformer à la loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Dans l'optique de garantir une implémentation efficace de cette réforme, le ministre des Finances a appelé les différentes parties prenantes à user des rigueurs, des célérités et d'engagement collectif pour la réussite de cette réforme, considérant qu'il en va de la crédibilité institutionnelle et de l'efficience de gouvernance du pays. Il a, en outre, remercié la Banque centrale du Congo pour son implication technique et son accompagnement institutionnel dans l'implémentation de cette réforme. Autre temps fort cette semaine au ministère des Finances, c'est le communiqué portant ordonnancement et paiement des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Les cabinets du ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï informent que la direction de la paye du ministère du Budget a transmis ce vendredi 25 juillet 2025 l'état liquidatif du troisième trimestre avec 2 semaines de retard. En dépit de ces décalages, les cabinets de l'Argentine nationale rassurent les agents et fonctionnaires de l'État que des instructions claires ont été données pour que le fonds soit transmis aux banques dès mardi 29 juillet 2025 en vue du démarrage de la paye le mercredi 30 juillet et sa clôture le samedi 2 août 2025.
Les comités de suivi a été instruit pour finaliser les opérations. Dans l'objectif d'analyser le projet des cadrages du rapport ITIE-RDC 2023, le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC, encore en sigle, a financé à travers le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques au COREF, l'atelier d'amélioration du dit projet. C'était le 23 et 24 juillet 2025 au Cercle Les Gourmands dans la commune de La Gombe. Plus de détails dans ce reportage d'Armen Goma Moussakanda. Sous la supervision de Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE-RDC, l'économie du cadrage du rapport ITIE-RDC 2023 a été faite par Gilbert Deningaïdi, expert technique à l'ITIE-RDC. Cette activité avait pour objectif d'analyser et améliorer les projets du dit rapport en vue d'intégrer les points de vue des parties prenantes et répondre aux exigences de la norme ITIE. Ces parties prenantes, à savoir la société civile, les entreprises publiques et privées, ainsi que les institutions publiques, ont engagé un débat autour des fondamentaux du cadrage exercice 2023, question de répondre aux attentes de la République concernant les secteurs extractifs. Le cadrage que nous avons présenté à l'amélioration des parties prenantes a été élaboré sur base de ce que nous faisons habituellement, c'est-à-dire nous faisons un recensement. Avant d'écrire le rapport lui-même, nous allons auprès de toutes les administrations publiques, régie financière nationale, direction des recettes provinciales au niveau des provinces, toutes les structures qui reçoivent quelque chose des entreprises extractives au titre d'impôts, droits, taxes et redevances. Alors, ce que les entreprises publiques payent auprès des services de l'État, pour le travail de cadrage, nous allons vers les administrations publiques pour solliciter ces informations sur le paiement des recettes encaissées des entreprises extractives et ça nous permet de voir la hauteur de revenus pour l'année 2023. Ça nous permet également de voir quels sont les flux qu'il faut mettre dans le référentiel. Ça nous permet aussi de voir quelles sont les entreprises qu'il faut considérer comme partie déclarante pour le rapport 2023. Et en même temps, de voir aussi quelles sont les administrations publiques qu'il faut mettre dans le périmètre des entités de l'État qui doivent déclarer à l'ITIE pour 2023. En vue d'appuyer les parties prenantes dans cet exercice, les secrétariats techniques de l'ITIE-RDC organisent simultanément ces ateliers dans 10 pôles répartis à travers le territoire national, notamment Kinshasa, Matadi, Mwanda, Goma, Bukavu, Bunia, Lubumbashi, Kolwezi, Mbujimayi et Kindu. Les villes de Goma et Bukavu ont été mises en veilleuse en attendant que la situation sécuritaire soit améliorée. Le choix des 10 pôles est fait en fonction de l'importance de l'activité extractive. Vous savez, même si le pays est un scandale géologique comme on dit, mais toutes les provinces ne produisent pas de la même manière ou n'ont pas les mêmes ressources extractives, les mêmes ressources naturelles. C'est ainsi que vous verrez que en choisissant Lubumbashi, Kolwezi ou d'autres villes, par exemple ici au Durba, c'est en fonction de l'importance de l'activité extractive. Les villes n'ont pas la même importance. On ne va pas comparer Kolwezi par exemple à Bandundu en ce qui concerne les industries extractives. C'est pourquoi nous avons choisi seulement les villes où il y a plus d'entreprises qui exploitent et où il y a une activité extractive industrielle. À la fin de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par les parties prenantes envers le secrétariat technique de l'ITIE-RDC dans sa méthodologie d'accompagnement des entreprises extractives pour gagner en termes de temps et de moyens financiers sur le terrain. Les parties prenantes ont compris que ça ne sert à rien d'aller collecter les données dans les fins fonds auprès de 500 entreprises, même auprès des entreprises qui n'ont payé que $4 ou moins du seuil. Nous avions fixé le seuil à 270 000
pour sélectionner les entreprises qui doivent faire la télédéclaration, mais certaines parties prenantes estiment que on peut s'arrêter à une soixantaine d'entreprises dans le périmètre de conciliation, en atteignant une soixantaine d'entreprises ou en insérant une soixantaine d'entreprises dans le périmètre de conciliation, on aura déjà couvert 99% de tout le revenu du secteur. Et donc, au lieu d'aller courir derrière le menu fretin qui n'ont payé que 0,001%, on a beaucoup à gagner en termes d'économie de moyens et d'économie d'énergie. Éviter d'aller partout pour rechercher les entreprises physiquement, qu'on ne trouvera pas peut-être. Donc c'est mieux de se limiter à un nombre raisonnable d'une soixantaine d'entreprises ou d'une quarantaine d'entreprises pour faire la conciliation des données et que toutes les autres entreprises qui ont effectué des paiements inférieurs ou moindres soient reversées dans le périmètre des déclarations unilatérales de l'État. Cette activité s'est inscrite dans le cadre d'une série d'ateliers organisés par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques au COREF grâce à l'appui financier du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore. L'Asbel Toile d'Araignée a présenté à ses membres ce samedi 26 juillet 2025 à travers un point de presse son rapport plaidoyer sur l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. C'était en la salle de réunion de l'immeuble Reine de la Paix sur Willeray. Reportage. Dans un plaidoyer présenté devant la presse, pour l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, la revanche du sol sur les sous-sols prônée par le président de la République est-elle un mythe ou une réalité, un impératif social ou une priorité économique? La RDC est appelée à mettre en place une véritable politique agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Devant les professionnels de la plume et du micro, le coordonnateur national de l'Asbel Toile d'Araignée, Jérôme Sekana Pene-Papa a qualifié le secteur agricole du Congo démocratique d'un secteur sinistré. Selon lui, ce domaine considéré comme porteur de croissance par excellence est négligé depuis plus de 2 décennies par les différents gouvernements qui se sont succédés. Au-delà d'être le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles, mais nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. Il faut avoir une politique agricole qui peut permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, ça doit être un objectif noble, d'autant plus que ça va de pair avec l'indépendance alimentaire. Et l'indépendance alimentaire, en d'autres termes, c'est l'indépendance du ventre. Cette indépendance passe avant toutes les autres indépendances. Le coordonnateur national de l'Asbel Toile d'Araignée a plaidé pour l'octroi des avantages et allègements fiscaux aux entreprises du secteur agricole pour une réelle autosuffisance alimentaire et une indépendance du ventre. Ce code agricole-là a été voté et promulgué, mais on n'a jamais pris les arrêtés d'exécution. 11 ans après. Chers compatriotes, chers confrères, qu'est-ce que nous voulons alors? On dote les pays d'un code agricole. On dit, bon, ça va, nous allons maintenant nous comporter comme un pays civilisé, comme un pays qui veut faire de l'agriculture priorité des priorités, mais il n'y a pas d'arrêté interministériel d'exécution. Comme si cela ne suffisait pas, on vient appliquer les SMIC. Donc les SMIC ici, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Les SMIC ici, c'est quelque chose qui va pousser ces secteurs-là à disparaître. On constate que dans ces secteurs où vous avez une prise en charge sociale telle que je venais de vous décrire, on vient maintenant appliquer le SMIC qui aurait dû être appliqué seulement dans une partie du pays,
dans une catégorie d'opérateurs économiques et on généralise jusque-là. Avec comme conséquence, nous avons fait les points, il y a des sociétés là qui ont 10 000 personnes. S'ils appliquent le deuxième palier, ils vont perdre 6 000 travailleurs. C'est-à-dire, on doit envoyer les gens au chômage. À en croire le coordonnateur national de l'Asbel Toit d'Araignée, l'intégration économique au Congo démocratique doit passer par la construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central. Notre pays ne connaît pas ce qu'on appelle l'intégration économique. Ne connaît pas. Nous avons les modèles belges qui voulaient que les minéraux produits au Katanga doivent venir par train. Ça passe par Kamina jusqu'à Kindu Maniema et vous prenez les bateaux jusqu'à Poncherville, Ubundu. De Ubundu, vous prenez encore les trains jusqu'à Kisangani, Kisangani les bateaux jusqu'à Kinshasa, Kinshasa, vous prenez les trains jusqu'à Matadi. Même le port en eau profonde des Bananas que nous sommes en train de construire n'aura pas de sens économique s'il n'y a pas l'intégration économique à l'intérieur du territoire national. Nous devons combattre les corridors nord de l'Obito qui arrive. Nous devons combattre le corridor est qui vient avec les Chinois. Nous devons privilégier d'abord le corridor intérieur. Et le corridor intérieur passe par le majestueux fleuve Congo qui est notre boulevard flottant. Nous devons le mettre en mouvement. On ne peut pas construire les ponts, routes, rails entre Kinshasa et Brazzaville avant de construire le port en eau profonde des Bananas à cause de ça. Parce que ça va tuer les projets du port en eau profonde. Et puis, on ne construit pas un port en eau profonde pour exporter les bois ou les maïs. Il faut un tonnage conséquent. Et ce tonnage conséquent ne peut provenir que des mines. D'où la nécessité, au lieu que les minéraux prennent la route jusqu'en Tanzanie ou prennent la route jusqu'en Afrique du Sud, ça vient par train. Et quand les trains de la SNCC circulent normalement, tous les villages, toutes les agglomérations le long du chemin de fer retrouvent une vie économique. L'Asbel Toit d'Araignée a fustigé le comportement des Indo-Pakistanais qui exploitent le Congolais au grand marché sur l'avenue du commerce et a appelé l'État congolais à contrôler leur salaire minimum interprofessionnel ainsi que leur contrat de travail. Il s'est tenu à Kinshasa du 21 au 24 juillet 2025 des journées Agropole, des assises organisées sous l'initiative du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, consacrant la revanche du sol sur le sous-sol. Objectif, renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole en vue de faire de ces domaines un moteur porteur de croissance économique. Fabien Lubulo, Bakayaka et Armen Goma Moussakanda pour le reportage. Que vive l'agriculture congolaise, que vive les agropoles en République démocratique du Congo. Ainsi, je déclare officiellement ouvertes les journées agropoles en République démocratique du Congo et je vous remercie pour votre attention. À cet effet, 4 jours durant, les acteurs du secteur de l'agropastoral et de l'agro-industrie vont apprendre davantage sur le contenu de ces concepts afin que ces acteurs s'approprient cette initiative du président de la République. Selon les organisateurs, l'aménagement des acropoles agropastoraux permettra la concrétisation des 6 engagements de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son programme 2024-2028. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, l'ingénieur Grégoire Mouchaïla Moutombe, a porté à la connaissance des participants les objectifs poursuivis par ces journées. Ces journées visent à fournir, partant des connaissances et d'expériences à notre possession, un éclairage et des éclaircissements sur les questions et préoccupations des acteurs congolais en rapport avec les meilleures conditions de mise en œuvre des accords. En outre, ces agropoles
permettront aussi in fine d'exploiter à bon escient le potentiel agricole immense dont regorge la République démocratique du Congo et de sortir de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté près de 40 millions de Congolais et d'économiser plus de 3 milliards de dollars américains consacrés chaque année aux importations des denrées alimentaires. Globalement, cette initiative présidentielle sur les agropoles vise à contribuer à l'amélioration durable des conditions socio-économiques des populations congolaises. Spécifiquement, elle prendra, primo, d'augmenter par la mécanisation agricole la production vivrière sur le territoire national en vue d'impacter positivement l'offre et les prix des produits de base sur le marché afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Secondo, de renforcer les capacités organisationnelles, techniques et managériales des producteurs, des ménages, des coopératives, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries à travers tous les sites agro-pastoraux du pays. Tertio, d'implanter toutes les infrastructures nécessaires à l'amélioration des conditions de travail des producteurs agricoles et d'accès au marché. Le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de production. Il doit nous aider à réduire effectivement nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur pour la production de nos aliments et de denrées alimentaires. Mais le ministère du Développement rural, c'est un ministère d'encadrement. C'est-à-dire qu'à côté, et ces agropoles, c'est quelque chose de très spécial puisque ça nous permet, dans nos interventions, d'avoir une bonne précision. C'est-à-dire les lieux, les bassins de production qui ont été définis, nous y développons un ensemble d'activités et de projets pour que ces lieux puissent être non seulement les lieux de production, mais aussi les lieux de transformation de ces denrées alimentaires. C'est un projet innovant, c'est une nouvelle approche qui va effectivement nous permettre d'aller très rapidement vers la population, les aider à produire, mais aussi à réduire la pauvreté qui est le plus grand chantier que le chef de l'État s'est donné. Ces journées de réflexion et de renforcement des capacités sur les agropoles ont bénéficié de l'appui technique et financier du Fonds social de la République et de la Banque africaine de développement, BAD, au cours de laquelle l'enveloppe que le gouvernement consacrera à l'agriculture dans les 10 prochaines années a été portée à la connaissance du grand public. C'est à travers ces programmes PTA-RDC, soutenus principalement par le groupe de la Banque africaine de développement dans sa première phase, que ces assises sur le développement des agropoles sont financées. Comme vous le savez, le PTA-RDC est un programme décennal qui couvre la période de 2023 en 2033. Il est estimé à 6,6 milliards de dollars américains. Son financement est réparti en 3 phases. 2,3 milliards de 2024 à 2026, puisque 2023, c'était une année de finalisation de la conception et d'approbation. 2,5 milliards de 2027 à 2029, 1,8 milliard de 2029 à 2033. L'organisation de ces journées de renforcement des capacités sur les agropoles prouve à suffisance que la revanche du sol sur les sous-sols n'est pas un slogan, mais bien une réalité vivante. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a reçu en audience le jeudi 24 juillet 2025 dans son cabinet de travail le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GIRAD, Étienne Ouchoudi Lutula. Ces derniers a salué la réforme historique de l'aménagement du territoire et promet l'engagement de sa régie financière à soutenir l'application de la loi, notamment à travers la sécurisation du domaine public, la valorisation du patrimoine de l'État et la mobilisation accrue des recettes. Suivez.
Ce jeudi 24 juillet 2025, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a reçu dans son cabinet de travail Maître Étienne Ochoudi Lutula, directeur général de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. En 1957, il n'y avait pas un cadre ni normatif, ni institutionnel. Cette entrevue de haut niveau a permis à Maître Étienne Ochoudi Lutula de saluer avec force la vision éclairée du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire marque une étape décisive de la refondation administrative et spatiale de la nation. Je viens d'être reçu par son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, qui m'a fait part de diverses publications faites au niveau du ministère de l'aménagement, mais aussi de la promulgation de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Il était question de voir comment mettre en place une équipe d'experts pour détecter ou plutôt identifier les différents actes générateurs de recettes qui seront désormais perçus à l'initiative du ministère de l'aménagement du territoire. Le DG Étienne Ochoudi Lutula a rendu un vibrant hommage au Mineta, Maître Guy Luando Mboyo, architecte de cette réforme historique, portée par une rigueur technique et une volonté réformatrice sans relâche. J'ai été d'abord impressionné par le volume de travail qui a été fait dans 4 ans, mais aussi je ne savais pas que cette loi, la nouvelle loi qui vient d'être publiée, contient en son sein certains actes générateurs qui peuvent ramener les recettes, c'est-à-dire qui doit donner les moyens au gouvernement pour faire face à certains problèmes. La DGRAD, institution clé de la gestion des recettes non fiscales, s'engage pleinement à soutenir l'application rigoureuse de cette loi, notamment par la sécurisation du domaine public, la valorisation du patrimoine de l'État et la mobilisation accrue de ressources. Un Congo ordonné, optimisé et stratégiquement aménagé, tel est désormais l'horizon commun. Sous l'initiative du collectif des présidents des conseils d'administration des entreprises du portefeuille de l'État et établissements publics, il s'est tenu le jeudi 24 juillet 2025 une réunion avec les comités des directions de l'inspection générale des finances IGF. Objectif, l'instauration d'un cadre de dialogue constructif sur la complémentarité entre le contrôle interne et le contrôle externe. Reportage. À l'initiative du collectif des présidents des conseils d'administration des entreprises du portefeuille de l'État et établissements publics, le comité de direction de l'inspection générale des finances a tenu jeudi 24 juillet 2025 une importante rencontre avec une délégation des responsables d'organes de gouvernance des entreprises et établissements publics. Cette réunion, première du genre, visait à instaurer un cadre de dialogue constructif entre les PCA et l'organe supérieur de contrôle des finances publiques. Elle a permis d'établir un contact direct entre les deux entités dans un contexte où la complémentarité entre le contrôle interne et le contrôle externe s'impose comme une nécessité pour une gestion efficiente du secteur public. C'était une rencontre très intéressante, de haute facture, une rencontre d'échange avec le nouveau inspecteur général de l'IGF, chef de service. Le mobile était de tout d'abord établir ce contact entre notre collectif des PCA avec l'IGF. Nous sommes tous dans le contrôle. L'IGF vis-à-vis des entreprises du portefeuille des établissements publics, l'IGF constitue pour nous, à nos yeux, le contrôle externe, pendant que les conseils d'administration sont responsables du contrôle interne. Donc il était bon qu'on puisse échanger sur le contrôle et des préoccupations qui concernent les PCA et le rôle des conseils d'administration.
Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de collaboration renforcée entre les acteurs institutionnels en charge de la bonne gouvernance, de la transparence et de la redevabilité au sein du portefeuille de l'État. Elle ouvre donc la voie à d'autres concertations visant à harmoniser les approches et à optimiser les mécanismes de contrôle pour une meilleure performance des entités publiques. Dans une vague d'ordonnances présidentielles rendues publiques le mercredi 23 juillet dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à une vaste série de nominations à la tête de plusieurs institutions publiques. André Ouamesso devient le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC. Cet ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République remplace Kabedi Malangu Mbouyi, qui est nommée, elle, comme présidente du conseil d'administration de la CADECO. Au Fonds de promotion de l'industrie FPI, Vicky Katoumoa est reconduite aux fonctions des présidentes du conseil d'administration des 7 établissements publics, tandis que Bertin Mudimu Tshisekedi est remplacé comme directeur général par Hervé Claude Ntumba Batukonke, et Jenna Bassiala devra céder son fauteuil des directrices générales adjointes au profit de Blaise Mastaki, pour ne citer que ces nominations. Cette série de décisions du chef de l'État rentre dans les cadres de la redynamisation de l'appareil de l'État à quelques mois de la mise en œuvre du nouveau plan quinquennal. Toujours au Fonds de promotion de l'industrie FPI, du 17 au 23 juillet 2025, une forte délégation de cette institution avec à sa tête François Mpouila Mukendi, directeur adjoint aux études de cette institution, a effectué une mission d'évaluation et de suivi de projets en cours d'exécution dans les Kasaï orientales. Plus de détails dans ce reportage. Mission d'évaluation du Fonds de promotion de l'industrie au Kasaï oriental, Mbuji-Mayi, au cœur du suivi des projets de développement. Une délégation du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, a effectué du 17 au 23 juillet 2025 une mission d'évaluation et de suivi des projets en cours d'exécution à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Conduite par le directeur adjoint aux études François Mpouila Mukendi, team leader de projet du Grand Kasaï, la délégation a été reçue par le gouverneur intérimaire Augustin Kayembe Moulemena. Une rencontre de civilité et de courtoisie qui a fait le point sur la relance des chantiers prioritaires de la province. Il s'en est suivi une séance de travail avec les entreprises chargées d'exécuter les projets. SADI pour les travaux de l'hôpital général des références de la Mouya, Limobac pour l'hôpital des Cancellés, en Transco pour le complexe scolaire Kalenda Moutichi, Caride pour l'unité de transfusion sanguine de Cancellé et les écoles primaires de Mopompa et Kanganga, ainsi qu'Échelle Construct pour le centre de santé du 4 janvier. La mission s'est appesantie sur le tas d'avancement de travaux de construction des hôpitaux, des écoles et de la centrale solaire financée par le FPI. Le constat est que plusieurs infrastructures sont presque terminées, tandis que d'autres projets sont à l'arrêt. Au terme d'une réunion technique, François Mpouila a souligné que le retard observé dans certains chantiers est lié à plusieurs facteurs dont les problèmes techniques, la lenteur dans les décaissements des fonds et le manque de coordination entre les partenaires.
Il a insisté sur l'engagement du FPI en faveur de la transparence, de la performance et de l'impact réel des projets sur les communautés locales. Pour les projets qui sont à l'arrêt, j'ai donné les raisons et bientôt ces projets vont recommencer. Nous sommes au regret de contredire ce que les gens disent. Le FPI est ouvert, qu'on fasse des investigations, qu'on nous prouve le décaissement qui a été fait pour qu'on parle du détournement. J'aimerais vous informer que les entreprises étaient sur une mauvaise lancée. Les entreprises ont reçu l'avance de démarrage. Je crois que l'Imobac a eu 9%, Gary de 8%, alors qu'ils avaient la possibilité d'élever jusqu'à 30%. Leurs banques ont estimé qu'au regard de leur flux d'activités financières entre eux et la banque, ils ne pouvaient pas leur donner 30%. Nous avions donné le montant que la banque a garanti pour que les travaux s'effacent. Et c'est ce qui a été fait. Mais nous les voyons aujourd'hui. Ils parlent d'un concept nouveau qui n'est pas dans les domaines de passation des marchés. Ils parlent de solde sur l'avance de démarrage, là où ils ont déjà facturé et le projet est en exécution. Que nous sommes là parce que nous nous sommes engagés aux côtés de la banque, qui n'est pas notre travail, pour montrer à la banque que l'argent sur ces projets existe dans les comptes, mais pour que nous puissions décaisser, il faut que les entreprises nous présentent les factures approuvées par le bureau de contrôle et surveillance avec les attachements qui serviront d'un contrôle ultérieur. La délégation s'est rendue sur le chantier du complexe scolaire Kalenda Mudishi où les travaux de construction avancent. Les structures métalliques y sont érigées, les fenêtres, les portes et le carreau sont en pleine installation. L'objectif est de livrer les ouvrages aux usagers lors de la rentrée scolaire 2025-2026. Autre temps fort de la mission, c'est la visite de la centrale solaire des Chipuka. Aux côtés des ingénieurs de HAC PGESCO, le FPI a procédé à une nouvelle évaluation technique du site après une longue interruption de travaux. Cette visite s'inscrit dans le cadre des instructions de la Première ministre qui a recommandé au FPI de relancer les travaux de la centrale photovoltaïque en toute urgence. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, et son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe, ont présenté à la presse des engagements majeurs et des avancées inédites qui s'offrent à la République démocratique du Congo dans les cadres de pourparlers des Doha. Un briefing de presse consacré aux explications sur la déclaration des principes de Doha, enjeux, grandes lignes et perspectives pour la paix durable dans l'Est de la RDC a été organisé. Les deux membres du gouvernement ont aussi soutenu que le prochain accord qui sera signé entre la République démocratique du Congo et le M23 pourra ouvrir les portes aux nouveaux investissements dans la partie Est de la République. Les explications de Didi Mavambo, Nombolo Pepe, Frédéric. Dans une forme de séance pédagogique lors de ce briefing de presse, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Chabani, explique point après point le contenu de la déclaration des principes de Doha. Parmi ces points, il y a la constitution d'une feuille de route pour la restauration de l'autorité de l'État dans l'Est de la RDC qui sera précisée dans l'accord de paix à venir entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle du M23 AFC. Un accord qui pourra conduire l'État congolais dans une sorte de plan Marshall pour booster les activités socio-économiques dans cette partie du pays. Je peux vous rassurer que cela a déjà fait l'objet de certains échanges en Conseil des ministres
Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est devant nous est aujourd'hui un grand chantier, la paix pour sa mise en œuvre. Elle a aussi ce volet social, ce volet économique. La restauration de l'autorité de l'État s'accompagne aussi avec le quotidien de nos populations. Ça nécessitera un plan particulier, peut-être type plan Marshall, pour arriver à restaurer ces provinces, ces contrées, ces territoires meurtris par cette triste initiative. La restauration de l'autorité de l'État après la signature à venir de l'accord de paix entre le gouvernement congolais et les M23 AFC devra ouvrir la voie aux nouveaux investissements dans l'Est de la République, a laissé entendre le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Le président de la République a coutume de dire que nous voulons une paix définitive et une paix durable. Mais pourquoi une paix définitive, une paix durable? Parce que c'est la paix qui va ouvrir la voie des investissements. N'oubliez pas, point 6 de l'accord entre la RDC et le Rwanda, on parle du cadre d'intégration économique régionale, où on stipule des principes comme la transparence ou la lutte contre le trafic illicite. Ça veut dire que lorsque, avec évidemment un engagement du gouvernement américain d'investir dans la zone, et donc il y aura évidemment, lorsqu'on aura la paix, lorsque cette paix sera consolidée, on aura la possibilité non seulement de dégager, vous connaissez vous-même l'essence entrepreneuriale de nos compatriotes de cette partie du pays, mais combiné aux investissements américains et à la consolidation de la paix qui aura lieu, il y aura évidemment un boom économique. Et d'ailleurs, ces booms économiques nécessitent de notre part de commencer à nous préparer. Ça veut dire investir dans les jeunes qui sont en mesure de prendre les emplois qui vont se dégager de ces nouveaux environnements qui sera créé. Entre-temps, les deux parties se sont engagées à appliquer les dispositions de la déclaration des principes de Doha au plus tard le 29 juillet prochain et à débuter les négociations de l'accord de paix au plus tard le 8 août 2025 dans l'idéal d'une signature prévue au plus tard le 18 août 2025. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous clôturons ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement, produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre chaîne.